Bonjour, bienvenue sur Mediapart et notre collection Un monde à vif. Cette vidéo tournera autour du dérèglement climatique puisque nous l'enregistrons à quelques jours de la COP, cette conférence annuelle des Nations Unies autour du changement climatique. Et nous allons nous intéresser à une notion, la notion d'effondrement, que nous allons discuter. Cette notion qui a été popularisée ces dernières années, notamment grâce à un livre qui a très bien marché, qui s'intitulait « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Et pour discuter cette notion d'effondrement qui fait débat, nous avons deux invités avec nous aujourd'hui. D'abord, Corinne Morel-Darleux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes militante écosocialiste, vous êtes conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Et face à vous, à vos côtés, Pierre Charbonnier, vous êtes philosophe au CNRS et vous travaillez sur les liens entre environnement et politique. Alors, avant même qu'on parle d'effondrement, je voulais qu'on se mette un peu d'accord sur le diagnostic par rapport au dérèglement climatique. Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord pour dire non seulement qu'il est lourd de danger, mais aussi qu'il s'accélère, qu'il gagne en imprévisibilité, et que si ça n'est peut-être pas la fin du monde qui s'annonce, au moins c'est la fin d'un monde, celui de cette fameuse civilisation industrielle dont nos sociétés sont issues. Est-ce qu'il y a un plan d'accord là-dessus? On commence avec vous, Corinne Morel-Darleux. Alors oui, tout à fait. Sur le constat, effectivement, il y a depuis, on va dire, 6 mois, une accélération en termes de faits scientifiques, en termes de rapports dits d'experts, à la fois sur la question du climat, mais aussi sur la question de la biodiversité et de l'extinction d'un certain nombre d'espèces, qui commencent à dessiner un paysage, effectivement, où à la fois la probabilité de la fin de ce monde, en tout cas tel qu'on le connaît, augmente, mais aussi sa criticité, c'est-à-dire en termes d'impact de ce risque, puisque récemment, par exemple, la secrétaire exécutive de la conférence sur la biodiversité des Nations Unies estimait qu'il nous restait 2 ans pour revoir en profondeur notre rapport justement à la nature, aux écosystèmes, faute de quoi on pourrait bien devenir la première espèce à recenser sa propre extinction. Oui, donc, c'est pas seulement l'extinction des autres espèces, mais absolument. Voilà, le problème c'est bien celui-là, c'est dans ces termes-là que ça se pose, c'est-à-dire est-ce que nous sommes les prochains sur la liste et effectivement aujourd'hui, parmi tous les risques potentiel d'effondrement, parce qu'il n'y a pas que le climat et cette question de la biodiversité sont quand même en train de prendre une grosse longueur d'avance sur les autres facteurs de vulnérabilité de la société. Pierre Charbonnier. Oui, en effet, il faut prendre au sérieux toutes les alertes qui ont été données depuis assez longtemps déjà, notamment par les sciences du climat. Pour dire les choses de manière assez générale, les sociétés humaines ont vécu pendant très très longtemps, en fait, notamment depuis l'avènement des sociétés complexes, qui domestiquent les animaux, qui pratiquent l'agriculture. On a vécu dans une fenêtre climatique relativement stable, tempérée, en fait, aisément habitable. C'est de cette fenêtre qu'on est en train de sortir, sous l'effet de la combustion massive, notamment d'énergie fossile, d'origine fossile, c'est-à-dire fossilisée, des sédiments géologiques. Et donc, ça, on peut dire que c'est acquis. On y est dans cette nouvelle temporalité-là. Alors, on y est. À quel degré on y est, ça dépend de nous. Mais on y est. 1,5 degré, 2 degrés, ça semble être pour l'instant une trajectoire qui est... On ne fera pas moins, en réalité. Donc, la perturbation des grandes dynamiques évolutives qui concernent à la fois le vivant, son organisation et la régulation de ce qu'on appelle aujourd'hui le système Terre, ça c'est un fait. Ça c'est un fait et c'est notre fait. C'est pour ça que le terme d'anthropocène a eu ce succès, parce qu'on se voit désormais dans le type de monde qu'on a construit, qui n'est plus seulement le monde, effectivement, des machines, des infrastructures, de ce qui nous protège, de ce que la nature peut avoir de dangereux, mais aussi le monde qui est la conséquence de ce monde industriel, qui est effectivement beaucoup plus incertain, qui contient de nouveaux risques, de nouveaux dangers. Après, la question de savoir si cette nouvelle période dans l'histoire de la Terre et des sociétés est celle qui va marquer la fin de l'humanité, moi je n'en sais rien, mais
c'est une hypothèse à explorer. Alors voilà, vous parlez de fin de l'humanité. Moi, j'aimerais qu'avant qu'on parle des critiques éventuelles sur la notion d'effondrement, qui, je le disais en introduction de ce débat, a été pas mal popularisée ces dernières années, j'ai l'impression, moi, qu'il n'y a pas vraiment de définition très stabilisée de l'effondrement. Comment est-ce que vous le comprenez? Est-ce qu'il y a des définitions concurrentes éventuellement? Alors, enfin, moi, quand je parle d'effondrement, quand j'utilise ce terme, c'est dans l'idée, en fait, d'un effondrement systémique, c'est-à-dire généralisé de la manière dont les sociétés humaines sont organisées à l'échelle de la planète. Et de manière simultanée. Donc il y a un effet à la fois global et brutal. D'accord. Mais alors concrètement, parce que là je lisais un entretien que vous avez donné au Vent se lève récemment, vous donnez des exemples de nombre de jours de stock que les supermarchés ont, que les réserves de carburant peuvent tenir. En gros, c'est ça, c'est un moment de rupture dans l'approvisionnement des flux de marchandises et de ressources sur lesquels nos sociétés sont appuyées. Tout à fait. C'est d'ailleurs la définition qu'en donne Yves Cochet. Alors, je suis pas toujours d'accord avec tout ce que dit Yves Cochet, mais pour le coup, il a une définition qui approche de ça et qui me paraît assez intéressante, en tout cas pour poser les termes du débat, qui est effectivement une rupture en fait d'approvisionnement garantie par des services publics ou en tout cas une égalité d'accès de l'ensemble de la population. Et donc c'est effectivement cette rupture de la chaîne, tout simplement. D'accord. Pierre Charbonnier. Oui, alors c'est vrai qu'il y a d'assez nombreuses définitions de l'effondrement. Hein. Si on raisonne à une échelle proche de nous, le livre qui a un peu déclenché tout ça, c'est justement le livre qui s'appelle L'effondrement de Jared Diamond, qui est un géographe, écologue, qui a travaillé sur l'effondrement notamment de petites sociétés, comme des l'île de Pâques ou des phénomènes comme ça. Et là aussi, on essaie de se voir un peu dans le miroir de ce genre de précédents historiques. Ce qui est intéressant dans la définition que donne Yves Cochet, qu'effectivement, en fait, la mise en crise radicale des grands systèmes d'approvisionnement, à la fois de matières premières, de ressources alimentaires, etc., c'est qu'elle se branche directement sur ce qui fait, on peut dire, la fierté des sociétés modernes industrielles, c'est-à-dire le fait d'avoir complètement exorcisé la perspective du dénuement matériel. Ouais, on a surmonté la pénurie. On pense l'avoir fait. Et c'est ce qu'il y a c'est pour ça que c'est aussi, on pourrait dire, violent, mais aussi heuristique. Parce que, d'abord, c'est très intéressant, ça nous incite à réaliser qu'un système d'approvisionnement en eau, c'est quelque chose qui s'entretient, qui a des vulnérabilités. Et c'est pas parce que, depuis notre naissance, en tout cas nous, probablement pour encore quelques années, j'espère, on tourne un robinet, il y a de l'eau qui arrive, que c'est une chose absolument naturelle. Même chose pour l'électricité, même chose pour le grain, même chose pour l'essence. Bon, pour l'essence, maintenant, je pense que les gens se rendent compte qu'il y a une certaine précarité. Donc, c'est ça, je pense, essentiellement ça que vient toucher la thématique de l'effondrement. Puis ensuite, se greffe autour de ça, on peut dire, une seconde strate de signification qui, elle, est beaucoup plus difficile à manipuler parce qu'elle en fait, elle réactive l'imaginaire religieux, théologique qu'il y a dans l'effondrement, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler plus littéralement l'apocalypse, voire une forme de jugement dernier, c'est-à-dire... Oui, on a trop péché au fond et alors, on y a en ça, paye les conséquences. Exactement, un peu ça, exactement, hein, un jugement. Et d'ailleurs, dans l'élaboration du problème que propose Pablo Servigne et ses collègues, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire on va trier entre ceux qui ont fait leur conversion collapsologique et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc là, on peut dire Dieu reconnaîtra les siens, ou je ne sais pas qui reconnaîtra les siens. Mais c'est ça, je ne dis pas du tout ça pour disqualifier, hein, je dis ça pour montrer quel est le niveau d'enjeu et aussi quel est le niveau, on peut dire, de captation affective que proposent ces thématiques-là. Hein. C'est très profond. Ça parle à des affects très puissants et c'est un dispositif qui est construit pour faire réagir les gens. C'est essentiellement ça, le dispositif. Oui, Morel Darleux, est-ce que vous vous sentez inscrite dans cet horizon eschatologique de l'effondrement? Eschatologique, je ne sais pas. Par contre, il me semble, moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, je perçois pas que la dimension religieuse soit
imprègne de manière si forte que ça les débats qu'il y a aujourd'hui autour de cette question de l'effondrement ou les milieux de la collapsologie. D'autant moins que justement, et comme vous le disiez au début, tout ça s'appuie sur une série de faits qui sont aujourd'hui indéniables, et que surtout, en matière de jugement dernier, en réalité, on est plus sur, pour moi, une réactivation de la question de la lutte des classes que sur une réactivation du fait religieux, dans le sens où ce qu'on commence à voir à l'œuvre, parce que des catastrophes ont déjà lieu, oui. C'est que la question de l'inégalité, notamment sociale, face à ces catastrophes et la fragilité des populations qui y sont exposées vient renforcer justement une sorte de séparation de classes sociales qui vivent pas les catastrophes de la même manière et surtout qui ne s'y préparent pas de la même manière. C'est un des éléments qui est dans le bouquin de Bruno Latour, Où atterrir, qui a aussi beaucoup contribué au débat ces derniers temps, sur le fait qu'on a aujourd'hui une petite oligarchie qui prend conscience de ces enjeux, qui s'y prépare, pendant que les pouvoirs publics, eux, ne prennent pas attention à ce que les plus exposés, les plus fragiles, qui n'ont pas les moyens de s'y préparer, soient pris en charge justement par la solidarité publique. Il y a un film comme ça qui s'appelle 2012 là, qui raconte la façon... Il y en a plein, il y a Elysium, il y a Rollerball, il y a Les Fils de l'Homme. Voilà, en la matière, les plus riches font sécession. Les dystopies et la science-fiction sont très riches justement en anticipation comme ça d'une société à deux vitesses qui se met en place. Justement, je voulais vous poser cette question parce que cette catégorie d'effondrement, elle est parfois un peu critiquée parce qu'elle serait trop occidentalo-centrée. Au fond, pour parler d'effondrement, il faudrait justement vivre dans des sociétés qui ont surmonté le problème de la pénurie. On peut se dire, mais il y a plein de nations, de peuples, notamment dans le Sud, qui, ça fait depuis très longtemps, qui connaissent des gravissimes problèmes sociaux et environnementaux, après tout. Est-ce que c'est pas un petit peu étriqué comme concept, au sens où ça nous concerne surtout, nous, dans les pays riches, quoi. Moi, il me semble qu'au contraire, en fait, les premiers que ça touche, c'est les populations les plus fragiles et c'est notamment les pays dits du Sud, même si, on peut discuter cette formulation, parce que en réalité, c'est là que souvent que la pression, notamment en termes d'urbanisation, en termes d'habitat fragile, qui résiste beaucoup moins bien à des épisodes extrêmes climatiques, type tempête, ouragan, c'est là que la concentration est la plus importante. C'est le cas aussi de beaucoup de petits États îliens qui sont concernés directement par l'élévation du niveau des océans. Donc pour moi, au contraire, il y a un devoir justement des Occidentaux et des plus privilégiés à prendre en compte leur manière de produire et de consommer en fonction aussi de l'impact que ça a sur ces populations plus fragiles et sur les pays du Sud. Alors, on va rentrer maintenant sur la question des usages politiques de cette notion d'effondrement. Au fond, la grande question qu'il y a derrière, c'est est-ce que ça peut favoriser ou pas la mobilisation ? Pierre Charbonnier, vous avez donné un entretien très intéressant chez nos confrères de Ballast. Et à un moment, vous utilisez cet argument en disant mais est-ce que l'effondrement, ça risque pas finalement de démobiliser les gens, contrairement à ce qui est à l'intention sans doute. Et c'est vrai qu'on peut se dire, foutu pour foutu, carpe diem, je profite de la vie, et moi aussi je fais sécession si j'en ai les moyens, quoi. Oui, c'est la grande ambiguïté de l'argumentaire effondriste ou collapsologique, je ne sais pas exactement quel mot il faut employer. On sait bien, et d'ailleurs Jean-Baptiste Fressos l'a rappelé dans un petit texte qu'il a publié récemment dans Libération, là, une semaine ou 10 jours. Il dit effectivement, si on compte sur ce type d'argumentaire pour mobiliser, alors on va se mettre en face de l'objection qui est que, par exemple, face à la crise migratoire, même si là encore, ce n'est pas forcément le bon terme, on voit des milliers ou des dizaines de milliers de personnes venir dans la Méditerranée sans réaction politique, démocratique massive. On a vu plein d'exemples historiques de phénomènes qui ressemblent à des effondrements, grandes catastrophes naturelles ou autres, qui n'ont pas eu jusqu'à présent de conséquences en termes de mobilisation politique des affects. D'un autre côté, c'est vrai que les efforts énormes qui ont été menés par les lobbies pétroliers,
par les sciences économiques mainstream, par très nombreux domaines du savoir pour minimiser, relativiser la crise dans laquelle on est aujourd'hui, pour expliquer qu'à travers l'innovation technologique, l'investissement, etc., en fait, on va soit la contourner, soit l'utiliser en quelque sorte à notre bénéfice. On peut comprendre que dans un contexte comme ça, la réaction en face consiste à appuyer de plus en plus fort sur l'accélérateur critique et qu'on a une sorte de bouée de sauvetage argumentative, de dernier coup à jouer, qui est, en fait, c'est plus un problème d'inégalité, de gestion de crise, de vitalité démocratique, c'est en fait un problème de salut, de survie. D'existence. D'existence, exactement. Et là, on peut dire, on est pied au plancher de la critique, pour garder ma métaphore, et il n'y a plus rien derrière. Vous comprenez ? Donc c'est ça, il y a un côté dernier coup. Dernier coup à si jouer. ça ne réagit pas, alors là, on est démunis. Exactement. C'est pour ça que moi, je pense qu'on a d'autres coups à jouer. Alors, on en parlera plus tard, mais je pense qu'on a d'autres coups à jouer. Alors, justement, Corinne Morel-Derleux, quand on a préparé cette émission, vous me disiez, moi, qu'on parle d'effondrement ou pas, je ne veux pas taire la vérité de l'urgence face aux gens que j'essaye de mobiliser. Oui, enfin, moi, c'est vraiment ma première préoccupation aujourd'hui et c'est celle qui conditionne tout le reste, en fait. C'est qu'il me semble qu'on a un vrai devoir d'alerte et de relais, justement, de ces faits scientifiques, de ces rapports, et qui dessinent les contours d'un effondrement, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'effondrement. C'est d'ailleurs pas dans ces termes-là que ça se pose à nous. La question est de savoir si ça devrait faire la une des journaux. Et moi, ma réponse par rapport à ça est que oui. Et du coup, il me semble que voilà, il y a un devoir de vérité et de lucidité par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'estime que ce qui doit conditionner, en tout cas, ce qu'on dit, notamment en tant que scientifique ou en tant que politique, c'est pas de savoir si derrière ça va faciliter la mobilisation ou pas. C'est qu'on doit dire la vérité, et je pense qu'il y a par ailleurs un devoir aussi de doute par rapport à cette question de l'effondrement. Et moi, dans le doute, vu le faisceau de présomptions qu'il y a, j'ai pas envie de m'abstenir. Voilà, j'entends ces alertes-là, je pense qu'il faut les relayer, et je pense que en plus, l'effet n'est pas forcément démobilisateur. Après, il y a l'art et la manière d'accompagner tout ça, notamment politiquement, mais l'effet n'est pas forcément démobilisateur. D'abord parce que c'est la théorie du catastrophisme éclairé de Dupuy. Le fait de regarder la catastrophe en face permet de ne pas remettre à plus tard l'action et de ne pas s'en remettre justement à de la géo-ingénierie ou à d'autres recours à des technologies. D'une part, et puis d'autre part, parce que justement, ça réactive les terrains de la lutte traditionnelle sur les questions sociales, les questions environnementales. Pour moi, ça les disqualifie pas du tout, au contraire, ça vient les renforcer. Et justement, question pour tous les deux. En fait, en lisant là, vos entretiens les plus récents, je me disais, mais finalement, justement, la façon dont politiquement est accompagnée cette notion d'effondrement, ça peut partir dans des sens très différents. Il y avait vous avez tous les deux eu des formules assez fortes. Pierre Charbonnier, vous dites, il ne faudrait pas que l'alpha et l'oméga de l'écologie politique s'apparentent à un manuel de camping en conditions hostiles. Donc ça vise le survivalisme, hein, ceux qui se disent je me prépare dans mon coin à l'effondrement. Et puis vous, j'ai plus la phrase exacte, mais vous disiez moi l'effondrement je le lis comme une nouvelle version de la lutte des classes, quoi. Mais du coup on a l'impression que tout dépend des appareils et des militants qui accompagneront cette notion, quoi. Oui, en fait, si vous voulez, quand on intervient dans un espace public sur un diagnostic de crise, et surtout si ce diagnostic est aussi radical que celui de l'effondrement, on peut dire qu'on contracte une responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on annonce la fin de quelque chose, la fin du monde ou d'un monde, c'est une manière on peut dire de prendre les rênes du débat, d'accord ? Après, il faut être à la hauteur de cet engagement. Si le débat se construit sous la forme d'une accumulation de preuves justement de la perturbation plus ou moins définitive des grands systèmes d'approvisionnement, je crois qu'on n'ira malheureusement pas très loin. Si cette intervention dans le débat public permet de comprendre
comment se construisent les rapports entre l'économie extractive et les structures de la domination politique, alors là, on va commencer à pouvoir inquiéter ces formes de domination. Donc, ce qui s'effondre, ou ce qui doit s'effondrer, disons, dans le temps qui nous sépare de cet avènement de la fin du monde, nous, on a un effondrement à provoquer. Puisque le changement climatique est en train de faire exploser toutes les strates de notre conscience politique, le concept de propriété, le concept de souveraineté, le concept de production, en fait, tout ce qui a tenu depuis 2 siècles ou 2 siècles et demi la conscience politique des sociétés modernes, mais aussi de toutes les sociétés industrialisées. Alors, il faut se rendre compte de cet effondrement qui est lui aussi en train de se produire, et dont les nouvelles formes de pétro-pouvoir aux États-Unis, au Brésil, sont une des manifestations. Alors, moi, je crois que c'est ça le vrai enjeu. C'est quelles formes vont prendre les sociétés démocratiques à tendance égalitaire dans un contexte où, justement, les concepts de propriété, souveraineté, production, la forme de la lutte des classes aussi, vont changer parce que l'opérateur, le centre de gravité de la pensée politique, là, maintenant, c'est ça, c'est le changement climatique, c'est ces grandes perturbations géoécologiques globales. C'est ça le point, vous comprenez? C'est pour ça que la grande prédication qui nous met en face d'un mur, si elle collecte les bons affects et qu'elle les canalise de la bonne manière, comme je pense c'est votre cas, parfait. Moi, je promeus la collapsologie. Mais si elle nous met en face d'une tâche qui est au-delà des forces de la politique en tant que pensée et action, alors là, je crois que malheureusement... Alors, je profite de cette interpellation, Corinne Morel-Darleux, pour vous demander justement comment on fait pour éviter la grande prédication impuissante, notamment parce que dans l'entretien que je citais tout à l'heure chez Le Vent se lève, vous avez des mots assez cash au fond sur la pertinence aujourd'hui de l'activité politique classique et notamment de l'activité électorale, alors que vous avez milité depuis des années dans un parti qui est parti de gauche, qui est à l'origine du mouvement France Insoumise. Vous êtes élu d'ailleurs oui. À la région. Donc voilà, à votre avis, quelle est la bonne activité à mener selon vous, la bonne activité militante? Alors, c'est vrai que moi, j'ai, on peut le dire, consacré 10 années de ma vie au militantisme, à l'action politique et notamment institutionnelle, par cette fameuse stratégie de conquête du pouvoir. Aujourd'hui, j'arrive à un moment où il me semble que d'abord cette stratégie de conquête du pouvoir est beaucoup trop lente par rapport à l'urgence du changement et du rapport de force à enclencher, et où d'autre part, il me semble qu'en plus ce dispositif électoral en fait nous coupe les ailes à force de nous prendre du temps, de l'énergie dans un jeu de dupes qui est piloté par des forces qui nous échappent. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où on doit trouver d'autres formes d'action politique. Je ne jette pas la pierre à ceux qui continuent à s'investir dans ce dispositif électoral. Personnellement, je le trouve de plus en plus hors sol par rapport à l'urgence de la situation. Et il me semble qu'il faut qu'on rentre dans des mouvements de désobéissance civique beaucoup plus radicales qui viennent bousculer et perturber le système de manière beaucoup plus forte, voire aller vers de l'action directe de blocage, voire de sabotage de chantier, je le dis là aussi cash. C'est des choses qui ont déjà existé dans l'histoire des mobilisations politiques. C'est le cas par exemple du mouvement contre la ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 50 sur les places assignées dans le bus aux noirs et aux blancs qui démarre avec 25 étudiants qui choisissent d'aller s'asseoir là où c'est pas leur place. Aujourd'hui, on commence à assister à l'émergence aussi d'un mouvement important en Angleterre qui s'appelle Extinction Rebellion, qui s'est lancé justement sur ces nouveaux modes d'action et qui revendique aujourd'hui 500
membres qui sont formés et prêts à être arrêtés et à aller en prison pour justement augmenter très rapidement ce rapport de force par rapport à un gouvernement britannique qui, comme le nôtre, n'agit pas pour l'urgence à la fois climat et biodiversité. Donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on passe là au stade d'après en termes d'action politique. Et ça se fait de manière concomitante avec effectivement ce rôle d'alerte et de diffusion de l'information. Oui, parce que j'imagine ce que pourraient vous répondre certains, et j'imagine que vous-même ça fait partie de vos réflexions, parce que vous n'êtes pas engagé, on ne passe pas autant d'années dans un parti pour rien. Certains pourraient vous dire, mais après tout, ce sont quand même les États qui détiennent encore quelque chose d'un peu important, qui est le monopole de la violence légitime. Et tant qu'on n'essaye pas de rentrer dans ces machineries-là, on risque de se faire, au fond, écrabouiller par ces puissances-là. En fait, moi, ça me rappelle un peu les débats qu'on avait sur le Parti socialiste quand il existait encore de manière, on va dire, plus évidente qu'aujourd'hui, où toute la question était de savoir s'il fallait changer le Parti socialiste de l'intérieur ou venir le percuter de l'extérieur. Oui, c'est un vieux débat. Et voilà, moi, j'en suis en tout cas dans mon cheminement politique avec tout ce poste d'observation privilégié qui a été le mien toutes ces années sur le fait que l'État et le gouvernement doivent être percutés de l'extérieur et percutés de manière aujourd'hui très forte, beaucoup plus que justement les modes de mobilisation traditionnels qu'on a quand même expérimenté. Enfin, des manifestations, des marches, des pétitions, on en a fait un paquet. Ça n'a rien fait bouger. À part peut-être quelques consciences, mais voilà, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui on tire les enseignements de ça et qu'on accepte de s'ouvrir à d'autres formes de mobilisation qui nous permettent par ailleurs aussi de sortir d'une certaine culture du nombre qui provoque des choses un peu aberrantes, à faire monter des cars sur Paris pour marcher un samedi par exemple. Si je peux me permettre de rebondir, je souscris totalement et j'appuie même. Quand on s'intéresse à l'histoire de la démocratisation des sociétés industrielles, on se rend compte qu'une bonne partie des acquis de justice économique et sociale ont été justement obtenus par des gens qui ont réalisé que la machine économique ne tournerait pas sans eux. En fait, je pense essentiellement aux ouvriers, même plus précisément aux mineurs. À partir du moment où un groupe de mineurs, même assez restreint, dit ce dépôt ou cette mine, on le bloque, et tant qu'on le bloque, on a en fait un levier de négociation. C'est comme ça en fait que les droits sociaux ont été acquis. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans des contextes où les rapports entre économie et technologie sont fondamentaux, quand on tient les points d'approvisionnement, on peut faire de la politique, on peut vraiment négocier. Être écouté en tout cas. Voilà. À ça s'ajoute le fait que vous avez utilisé le terme de sabotage, et c'est en fait là-dessus que je réagis. Qui sont les saboteurs? Est-ce que ce sont les gens qui vont bloquer des dépôts, des raffineries ou autres, ou des industriels qui savent qu'ils sont en train de détruire les grands équilibres géoécologiques et qui le font quand même? Qui sont les saboteurs? Je ne crois pas que ce soit les militants écologistes. Donc, je crois qu'il faut renverser l'accusation, renverser le stigmate, et dire nous ne sommes pas, enfin nous, si je m'inclus dans ces collectifs-là, c'est pas nous les saboteurs. D'accord? Ça, c'est un raisonnement que fait le sociologue économique Veblen dans les années 1910. 1910, qui explique ça. Il explique l'industrie, comment ça marche. Ça marche quand on décide de réguler par les instruments de l'économie quelque chose qui en réalité est d'essence matérielle, technique. En fait, quand on exclut les ingénieurs, les gens qui ont une réflexivité écologique, et quand on fait de la valeur en ne comptant pas les déchets, ce qu'on appelle les externalités. Si aujourd'hui on dit faire de l'économie, c'est faire la bonne régulation des flux matériels qui concernent le vivant, humain, non humain, on n'est pas des saboteurs. On exige juste le bon schéma de régulation des sociétés technologiques. Alors peut-être que c'est d'ailleurs une piste de réponse à la dernière question que je vais vous poser, qui vous concerne un peu davantage, parce que vous êtes davantage critique de la notion d'effondrement que Corinne Morel-Darleux. Mais si jamais cette notion d'effondrement doit être doit être dépassée, ou si on doit lui préférer un autre terme, d'autres mots d'ordre, pour lesquels militeriez-vous? Je vous ai dit, moi j'ai un embarras en face de cette notion parce que j'y vois en fait beaucoup de choses, beaucoup de composantes qui s'agrègent les unes aux autres et on ne sait pas encore ce qui va en sortir. Donc,
moi, la seule chose que je puisse dire, c'est si on a absolument besoin de se mettre en face de l'horizon d'une catastrophe radicale pour réagir, d'accord, encore faut-il savoir que les modalités de cette réaction sont à inventer. Donc, nous devons être plutôt ceux qui promeuvent l'effondrement d'un mode de régulation essentiellement économique, on peut dire de mode de production, si on peut dire, même si ce terme est un petit peu ancien aujourd'hui, et réaliser que ce qu'il faut extraire de notre conscience politique collective, c'est le concept de production. C'est-à-dire c'est avoir la croyance, qui est une vieille croyance, qui date du néolithique, que nous produisons ce dont nous vivons. En fait, nous ne le produisons pas réellement. Nous sommes des acteurs impliqués avec du vivant, avec des sols, avec des espaces, avec aussi nos propres coopérations en tant qu'humains, pour faire advenir ce dont on vit. D'accord ? Sur cette base-là, on doit réorganiser des modes de régulation politique, économique. Donc en fait, ce que je vous dis, c'est un schéma intellectuel pour des sociétés post-croissance. C'est ça le grand enjeu. Et je crois que celui-ci, il est finalement relativement indépendant de savoir si oui ou non le monde va s'effondrer. Parce qu'en réalité, s'il s'effondre et nous avec, alors il n'y a rien à en dire, vous voyez. Oui, juste pour rebondir là-dessus, on peut aussi avoir un scénario de déclin qui ne signifie pas la disparition de l'espèce humaine. Et il me semble qu'il reste important de se soucier de l'avenir aussi de ces êtres humains, qu'ils soient 1 milliard ou plus, et de savoir comment ils vont s'organiser. Simplement pour rejoindre et faire un pont peut-être avec les plus dubitatifs par rapport à cette question de l'effondrement, moi ce que je voudrais pointer, c'est que de toute manière, tout ce qui est fait aujourd'hui pour relocaliser la production, notamment alimentaire, pour conserver des terres agricoles, pour empêcher la bétonisation, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tous ces programmes politiques restent d'actualité, que l'effondrement arrive ou pas. Oui, vous dites qu'il faut tout prendre, même si c'est de l'atténuation, il faut tout prendre. Voilà, parce que c'est aussi, c'est à la fois de l'atténuation, mais c'est aussi des mesures d'adaptation pour un éventuel monde d'après. Donc de toute manière, tout ça est bon à prendre. Et puis, je crois, moi j'aime beaucoup cette formule de Benjamin qui dit qu'il faut organiser le pessimisme. Je crois que voilà, on est face à cet enjeu-là et que ça se fera que si on se munit aussi d'une forme d'éthique de l'effondrement. Et moi, c'est vraiment ça qui me soucie le plus aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a des risques de dérive. On a parlé de survivalisme tout à l'heure. Il y a des possibilités de dérive, qu'on les appelle écofascisme, survivalisme ou autre. Et je crois que se munir de cette éthique de l'effondrement, ça implique aussi de briser un autre tabou en politique qui est de parler de spiritualité, non pas au sens religieux, mais plutôt au sens philosophique du terme, et d'accepter qu'il y ait des allers-retours entre une forme d'intériorité et d'extériorité. Ça, en politique française, c'est quelque chose qui est très difficile à aborder, mais je pense que ça fait aussi partie des chantiers qu'on a à affronter là d'urgence, parce que sinon malheureusement on continuera à reproduire les mêmes erreurs qui nous mèneront aux mêmes catastrophes. On se quittera sur cette proposition et sur ce mot d'ordre d'organiser le pessimisme. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez les vidéos d'Un monde à vif sur le site de Mediapart et sur notre chaîne YouTube. Merci.